On a tous un peu ce réflexe, je crois, d'imaginer l'univers comme une sorte de grand tribunal cosmique. Ah oui, On entend souvent, ou même on pense, des choses comme « il a fait du mal, il le paiera ». Ou à l'inverse, elle a tellement souffert, elle aura une belle récompense dans l'au-delà. C'est très humain, oui. On plaque sur le cosmos nos concepts de punition, de mérite, de karma. Un meurtrier qui deviendrait une victime, une personne qui met fin à ses jours et qui serait condamnée à tout recommencer, c'est une vision très ancrée, comme si l'univers fonctionnait avec des bons et des mauvais points. Un peu comme une cour de récréation. C'est une grille de lecture très humaine et c'est tout à fait normal. Mais l'invitation aujourd'hui, c'est justement de voir si on peut poser cette grille de côté juste un instant. La déconstruire un peu. L'idée qu'on va creuser, c'est que l'univers n'est peut-être ni une école où l'on doit passer des examens, ni un tribunal qui rend des sentences. Il pourrait fonctionner selon des principes d'une autre nature, une forme d'intelligence basée sur l'équilibre, sur l'harmonie, qui n'a rien à voir avec nos constructions sociales. Au fond, c'est donc une erreur de perspective. On regarde le cosmos à travers le trou d'une serrure et on essaye de décrire tout le château. C'est une belle image. On juge l'immensité à partir de notre expérience qui est par définition limitée. On plaque nos douleurs, nos frustrations, nos idées du bien et du mal sur la création tout entière. Tout à fait. Il y a une analogie qui me vient souvent à l'esprit. C'est comme si une seule de nos cellules, disons une cellule de notre doigt, essayait de comprendre pourquoi le corps entier a besoin de dormir 8 heures par nuit. Ah oui, l'image est excellente, ça parle tout de suite. De son point de vue, c'est une perte de temps absurde. Elle se dit, mais pourquoi tout s'arrête? Moi, je pourrais continuer à fonctionner. Bien sûr. Elle ne peut pas percevoir la nécessité du sommeil pour le cerveau, pour la régénération de tout l'organisme. Sa mission, à sa place, est parfaite, mais sa perspective est forcément parcellaire. Et nous, à l'échelle cosmique, on fait peut-être la même chose. Et ce n'est pas une faute, c'est une condition. C'est une condition de notre incarnation. Notre conscience est comme focalisée par nos 5 sens. Donc nos sens seraient plus un filtre qu'une fenêtre grande ouverte sur la totalité du réel. C'est une excellente façon de le formuler. Oui, il sélectionne une bande de fréquences très étroite de la réalité pour nous permettre d'y survivre et d'y fonctionner. D'accord. Mais on finit par confondre cette bande de fréquences avec la réalité tout entière. Et c'est là que des expériences de conscience dites modifiées, comme les sortir du corps que certaines personnes rapportent, deviennent intéressantes. Hmm. Sans valider ou invalider ces témoignages, il suggère que la conscience n'est peut-être pas prisonnière du corps ou du cerveau et que le champ des possibles est infiniment plus vaste que ce que notre perception habituelle nous laisse entrevoir. Ce qui m'amène à une idée qui me frappe par son absurdité quand on y pense. Nos lois humaines sont par essence temporaires et en constante évolution. Oui, bien sûr. On pense que nos concepts de justice sont solides, mais il y a quelques siècles à peine, en France, on mettait des animaux en procès. Un cochon pouvait être jugé et condamné pour meurtre. C'est vrai, on l'oublie souvent. Si notre propre justice a évolué à ce point en si peu de temps, l'idée de l'appliquer à un univers de 13 milliards d'années devient tout de suite assez comique, non? C'est un exemple parfait pour illustrer ce décalage. Projeter nos lois actuelles sur l'univers, c'est un peu comme si un homme du Moyen-Âge essayait d'expliquer le fonctionnement d'un smartphone avec les concepts de l'alchimie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est précisément là qu'intervient l'idée d'élever sa conscience. Ce n'est pas une quête mystique vague, c'est très concret. C'est s'extraire de ce cadre de pensée purement terrestre. D'accord. Les notions de bien, de mal, de punition, de récompense sont des outils sociaux, des conventions utiles pour organiser nos vies en communauté. Mais l'univers, lui, fonctionnerait plutôt sur des principes d'harmonie, d'équilibre, de... De vibration. Alors là, il faut qu'on s'arrête sur ce mot vibration. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on ne parle pas de quelque chose d'ésotérique ou de good vibes only. De quoi on parle concrètement? de physique, d'état émotionnel, de fréquence de pensée. C'est une question cruciale. Et c'est un peu de tout ça à la fois. Chaque pensée, chaque émotion possède une signature énergétique, une fréquence. Ok. La peur ne vibre pas à la même fréquence que la joie. La colère n'a pas la même signature que la paix. L'univers, dans cette perspective, ne juge pas si la peur est mal ou la joie bien. Il constate simplement. Il fonctionne comme un immense champ de résonance. Il répond à la fréquence émise. C'est un principe d'équilibre, un peu comme en physique. Une action entraîne une réaction de même nature. Une fréquence attire des fréquences similaires. C'est bien loin d'un code moral. Il n'y a pas de juge, il y a un miroir. Un miroir. Je vois.
Et cette tendance à tout vouloir humaniser, elle explose littéralement dans le domaine spirituel. On donne des prénoms aux anges, on imagine nos guides comme des personnes avec une carte d'identité cosmique, on structure le monde invisible. Comme une grande administration. Exactement, avec sa hiérarchie, ses chefs de service, ses spécialistes. Oui, on tombe parfois dans ce qu'on pourrait appeler une spiritualité un peu folklorique. C'est le mot. L'ange serait débordé par un trop-plein de demandes et qu'il faudrait passer par son secrétariat. Je dois avouer que ça me fait rire, mais j'ai moi-même déjà pensé un peu comme ça. On a tous ce réflexe de plaquer nos modèles humains, comme celui du manager débordé ou de l'expert hyper spécialisé, sur l'invisible. Mais c'est normal. C'est rassurant en fait, on se dit qu'on va pouvoir prendre rendez-vous. C'est exactement ça, le mot-clé est rassurant. La psychologie derrière est très simple. Notre mental a besoin d'organiser, de classer, de nommer pour apprivoiser l'inconnu et le rendre moins effrayant. D'accord. Ces images, ces symboles de guide avec un nom, un visage, une fonction, peuvent être des points de départ très utiles. Ce sont des balises, une sorte d'échelle symbolique pour nous aider à faire le pont entre le visible et l'invisible. Je vois. L'important, c'est de ne pas s'arrêter là et de se souvenir que ce sont des outils pour nous, des interfaces adaptées à notre psyché et non la réalité absolue de ces plans de conscience. C'est une béquille pour commencer à marcher, mais le but est de finir par la lâcher. Précisément. Parce que si on poursuit la logique de la résonance, l'univers ne fonctionne pas selon un organigramme. Non. Il fonctionnerait plutôt par affinité vibratoire. Des consciences interagissent et se répondent parce qu'elles sont de même nature, sur la même longueur d'onde, pas parce qu'elles appartiennent au même service ou qu'elles ont un rendez-vous. Le nom ou l'apparence, tels que nous les concevons, n'aurait aucune pertinence. Attendez, ce que vous dites me fait penser à une question encore plus fondamentale. On parle de comment on perçoit ces guides ou ces anges, mais et si le problème venait d'abord de la façon dont on se perçoit nous-mêmes? Ah. Et si on n'était pas juste un humain qui cherche de l'aide à l'extérieur? On touche au cœur du sujet. Et si cette personnalité, cet ego, ce corps et ce mental n'étaient qu'un fragment, qu'une sonde d'exploration envoyée par une conscience beaucoup plus vaste? C'est ce que certaines traditions appellent le moi supérieur, l'âme ou l'être essentiel. Cette idée me fascine et me déroute à la fois. Qu'est-ce que ça change concrètement de penser comme ça? Ça change tout. Cette notion n'est pas juste une belle idée poétique en fait. On la retrouve sous différentes formes un peu partout. Ah oui, Dans la philosophie de l'Advaita Vedanta, on parle de l'Atman, la conscience non duelle, l'observateur silencieux derrière toutes les expériences. En psychologie, Jung parlait du soi comme la totalité de la psyché, englobant le conscient et l'inconscient. d'accord, c'est un concept carrefour. C'est ça. Et dans cette vision, cette conscience plus vaste n'est pas limitée par le temps et l'espace linéaire. Elle pourrait donc expérimenter plusieurs réalités, plusieurs vies, simultanément, pour explorer différentes facettes de l'existence. Donc notre vie actuelle ici sur Terre serait une sorte de mission d'exploration dans le monde de la matière, de la densité, des émotions fortes. On serait venu spécifiquement pour ça. C'est une perspective, oui. Et le paradoxe, c'est qu'on passe notre temps à vouloir y échapper, à chercher une paix éthérée en fuyant ce qui fait l'essence même de l'expérience humaine. C'est un paradoxe magnifique. Si on adopte cette vision, les implications sont vertigineuses. Les concepts de jugement final, d'enfer ou même d'un karma purement punitif perdent beaucoup de leur sens. D'accord. L'accent n'est plus mis sur le jugement d'une vie unique et isolée, mais sur la richesse de l'expérience accumulée par la conscience à travers ses multiples explorations. Mais alors, si on enlève cette notion de conséquence, de sanction karmique, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une sorte de relativisme où plus rien n'a d'importance? Où toute expérience devient une excuse pour faire n'importe quoi? C'est l'objection la plus importante, et elle est légitime. Mais ce n'est pas une suppression des conséquences, c'est un changement de leur nature. C'est-à-dire? On passe d'un système de justice externe, avec un juge et une punition, à un système de responsabilité interne basé sur les lois de la résonance. On revient au miroir. On revient au miroir. Tout ce que j'émets me revient non pas comme une punition, mais comme un reflet. Si j'émets de la colère, je vais attirer et expérimenter des situations et des énergies de colère. Ce n'est pas Dieu qui me punit. C'est la physique des vibrations qui s'applique. La responsabilité devient donc encore plus grande. Parce qu'elle est immédiate. Exactement. Le but n'est plus de réussir sa vie pour éviter une sanction, mais de vivre sa vie en conscience pour enrichir cette part plus grande de nous-mêmes. Et dans ce cas, l'au-delà ne serait plus un endroit où l'on va,
Exactement, ce ne serait pas un lieu géographique, mais un état de conscience, une autre fréquence de la même réalité qui devient accessible non pas après la mort, mais par un alignement intérieur, par une élévation de sa propre fréquence. Je vois. La perception de ces plans plus subtils ne se ferait pas avec nos yeux ou nos oreilles, mais avec l'être tout entier, quand il entre en résonance avec eux. On ne cherche plus à comprendre l'invisible avec le mental, on apprend à le ressentir. Pour essayer de synthétiser tout ça, l'analogie qui me semble la plus juste, c'est celle de la fourmi et de l'oiseau. Hum, Ils vivent dans le même monde, sur la même terre, mais leur perception est radicalement différente. La fourmi, au sol, voit chaque brin d'herbe comme une muraille, chaque caillou comme une montagne infranchissable. Sa vision est fragmentée. Fragmentée, remplie d'obstacles. L'oiseau, lui, voit le paysage dans son ensemble. La forêt, la rivière, le chemin qui la traverse. Il a la vision globale, le contexte. Et l'invitation de tout ce parcours, c'est précisément de chercher à adopter cette vision de l'oiseau. De prendre de la hauteur par rapport à nos jugements, nos peurs, nos petites histoires personnelles. Et ce changement de perspective, il commence souvent par quelque chose de très concret. C'est-à-dire, Une prise de conscience de ce que l'on consomme intellectuellement et spirituellement au quotidien. c'est vrai, on est conditionné par les contenus qu'on regarde ou qu'on écoute. Si on ne se nourrit que de récits qui nous maintiennent dans cette vision folklorique et punitive, on renforce la perspective de la fourmi. C'est ça. C'est un peu comme choisir de ne manger que du fast-food spirituel. Ça cale sur le moment, mais ça ne nourrit pas en profondeur. Et il s'agit de faire preuve de discernement. Le but n'est pas d'atteindre un certain niveau spirituel, comme si c'était une compétition avec un classement. Il n'y a rien à réussir. Non, L'essentiel, c'est de cultiver en soi le désir de grandir, d'élargir sa compréhension, de s'ouvrir. Et ce désir, pour s'épanouir, a besoin d'être nourri par des perspectives qui ouvrent le champ des possibles, plutôt que de l'enfermer dans des dogmes réducteurs. Il s'agit de choisir ce qui nous aide à nous sentir plus vastes, plus connectés, plus libres. en somme, si on arrêtait d'essayer de faire entrer l'univers dans nos petites boîtes humaines, si on cessait de lui résister avec nos jugements et nos attentes de récompense, on réaliserait peut-être qu'il n'a jamais été contre nous. Il attendait simplement que nous nous accordions à sa fréquence. Le véritable miracle, ce n'est peut-être pas de voir des anges ou de parler à des guides, mais de parvenir à cet accord intérieur. Vivre notre vie sur Terre avec la conscience d'une âme venue d'ailleurs et regarder l'invisible avec le cœur et l'expérience d'un être humain. Et je laisserai une dernière pensée pour la route. Si l'univers n'est pas un juge qui sanctionne nos actions, mais bel et bien un miroir qui nous renvoie le reflet de notre propre état intérieur, alors la question la plus importante cesse d'être « Qu'est-ce que je vais recevoir pour ce que j'ai fait ?» Elle devient Elle devient vibrante. Quelles sont les vibrations que je choisis d'émettre, ici et maintenant, dans mon quotidien ?